Bonjour à tous. Florent Le Camus, du coup, je suis en effet psychiatre qui a la chance de partager mon temps entre deux Elsa, en fait, donc en service d'hôpital général, à l'instar de Delphine, et aussi l'autre moitié de mon temps en Elsa, en milieu psychiatrique, donc ce que fait aussi Christophe de son côté. Ça me permet du coup d'avoir une vision un peu double des choses comme ça. Et là, je vais vraiment beaucoup plus axer ma présentation sur l'intervention en psychiatrie. Ouais, c'est un peu le bordel. Tac. Beaucoup de choses ont été dites, le programme était assez dense, donc je vais éviter les répétitions, juste parler en fait de ma pratique, donc à savoir en psychiatrie et aussi du coup dans un centre hospitalier, on va dire de taille modeste. Certains l'appelleront périphérique, d'autres à taille humaine. Mais voilà, en tout cas, pour montrer que des actions sont possibles par la petitesse de cet établissement, en fait, pour favoriser une approche intégrée. Je vais le faire sans slide au début. Juste les pathologies duelles, donc ça a déjà été évoqué. En fait, elles sont fréquentes. Donc évidemment, on y est bien exposé. On a toute notre place. Bah ouais, mais en fait, ça charge dans le vent. En psychiatrie, ces pathologies duelles, elles sont complexes. Donc on l'a bien évoqué beaucoup dans la matinée, à savoir que du coup les prises en charge, ouais, c'est ma clé en fait qui bug. Donc elles sont fréquentes, elles sont complexes. Donc je reviens pas un petit peu là-dessus. En effet, elles nécessitent une approche qui est dimensionnelle et avec des influences réciproques. Je repasse juste un petit peu sur le modèle de Gorwood, en fait, qui est très ancien et qui, à mon sens, en fait, était intéressant au début et en fait a entraîné une vraie problématique par rapport en fait à la vision qu'on a de la dictologie en psychiatrie. Donc on a souvent réfléchi en fait à l'œuf et la poule, pour le résumer comme ça ce modèle, à savoir du coup est-ce que l'addiction provoque le trouble psychiatrique ou est-ce que finalement la psychiatrie du coup serait un petit peu prédisposante au trouble addictif ou s'il y aurait l'hypothèse un peu d'une automédication. En fait, ce modèle-là, qui est très inscrit dans la tête des soignants, donc il a ce mérite-là, mais par contre, en fait, il a donné une approche très séquentielle de notre spécialité, à savoir du coup de traiter l'un ou l'autre, de trouver la cause des symptômes, de les traiter, puis que les choses s'amélioreraient. On se rend compte que ce modèle séquentiel, en fait, il n'est pas très efficace et qui favorise justement le cloisonnement dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Et puis du coup, on sait que les pathologies duelles ont un pronostic défavorable quand elles ne sont pas traitées correctement. Je vais pas revenir sur une prise en sur une approche catégorielle, etc. Je vais faire une approche dimensionnelle un peu provocatrice, mais à mon sens qui se retrouve bien en hôpital psychiatrique, à savoir un peu les trois profils de patients qu'on voit ou qu'on voit pas dans une ELSA psychiatrie. On a les patients dits bruyants. Donc ce sont des patients qui en fait ont début des soins en psychiatrie et qui en fait du fait de leur consommation ou des phénomènes de sevrage vont présenter des troubles du comportement ou de ce qu'on appelle un peu en psychiatrie les transgressions du cadre. C'est des patients qu'on va nous envoyer un peu en général pieds et poings liés pour les recadrer, punir ou leur dire la bonne chose à faire. D'accord ? Donc c'est des patients en général qui sont pas très motivés à venir parce qu'on les a contraints dans un milieu déjà qui est contraignant de base. Voilà. Ensuite, nous avons les patients qui sont issus de l'addictologie. Donc, on parlait que souvent, en fait, les pathologies duelles commençaient les soins en addictologie. Et en fait, c'est les patients que j'appelle les trop. Ça veut dire trop psy, trop addict, trop précaires. Donc, des patients qui auront été suivis bon an, mal an dans des XAPA, mais qui, au fur et à mesure de leur décompensation ou de leurs addictions, vont se retrouver dans des hospitalisations qui sont contraintes, pas forcément contraintes en termes administratifs, mais aussi contraintes par la famille, par les services de soins, qui ne savent plus quoi en faire et qui vont se retrouver en psychiatrie. C'est des patients qui vont être compliqués parce qu'ils auront suscité beaucoup d'épuisement un peu des différents intervenants. Et c'est des patients, du coup, en général, qu'on va nous demander en ELSA de trouver la solution miracle, en général addictologique, vu que c'est pas des patients qu'on considère comme psychiatriques. Et donc, il faudra trouver la prise en charge addictologique que personne n'aura encore pensé à faire pour pouvoir les prendre en charge. On est confronté à un vrai problème là-dessus. En général, les bruyants, c'est juste du coup les punir et leur dire qu'il faut arrêter de cette consommation. Donc, ce qui en général montre une mauvaise connaissance de la dictologie. Et enfin, une dernière portion de patients qui sont les tolérés. C'est des patients en général qui ont des débuts de soins en psychiatrie et qui en fait ont des consommations qui sont ni bruyantes ni embêtantes finalement, de façon visible. Donc c'est des patients, on a parlé du tabac, mais c'est aussi des patients qui peuvent des fois boire pendant leur permission ou fumer, mais qui ont en général des bonnes capacités cognitives pour suffisamment pas embêter trop l'équipe qu'on va laisser faire. Mais c'est des patients en général qui sont tolérés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont souvent des admissions en psychiatrie et des hospitalisations qui sont prolongées. On a évoqué un peu les liens entre addiction
et pathologie psychiatrique. Et on pourrait se poser la question, je pense assez raisonnable, de se demander si ces consommations tolérées entretiendraient pas les troubles et prolongeraient pas ces hospitalisations qui justement les rendent tolérées. J'ai fait un petit rond pour montrer qu'en fait, évidemment, les parcours du coup peuvent changer entre donc les patients qui sont bruyants peuvent devenir tolérés et inversement. Mais c'est vraiment un petit peu ce qui se passe pour les patients qu'on nous adresse. En psychiatrie, il y a aussi autre chose qui est très répandue, c'est les idées reçues. On l'a pas trop abordé cette fois, mais les soignants ont beaucoup d'idées reçues. Donc je parlais un petit peu de cette hypothèse un peu séquentielle. J'ai fait un petit peu un best-of autour de ce personnage des différentes choses que peuvent évoquer les soignants, à savoir, il ne veut rien, il n'y a pas de problème, c'est tout ce qui lui reste, son seul plaisir, on peut rien faire, il changera jamais. En général, ces idées reçues viennent d'une méconnaissance de la psychiatrie et vont conduire à une absence de prise en charge. Ce sont des patients qu'on pourrait être amenés à ne jamais rencontrer en psychiatrie. Parce que finalement, en général, des patients qui sont, comme je les ai dit, tolérés. Ensuite, il y a toutes les idées reçues qui concernent une idée séquentielle de la prise en charge. À savoir, il va s'aggraver, c'est pas le moment. Donc plutôt, laissez-nous faire notre travail en psychiatrie et on verra la dictologie par la suite. Le tabac en est un excellent exemple. Benjamin Rolland évoquait le lien entre tabac et décompensation psychotique. C'est des patients qu'on va laisser fumer ou on va mettre en place des protocoles de CSI à base de tabac toutes les heures, etc., qui vont susciter en général des appels de renfort, des choses comme ça, enfin des choses complètement aberrantes. Donc ça, c'est vraiment une vision, à savoir, laissez-nous gérer la psychiatrie, on verra la dicto par la suite. Et enfin, une prise en charge séquentielle dans l'autre sens. Je parlais des trop, à savoir, c'est de la dicto, vous gérez, faut l'envoyer en cure. D'accord, on reçoit un petit peu des patients comme ça. Évidemment, ces patients, comme je disais, trop, ont à peu près parcouru tous les centres de cure inimaginables de France et même en général hors région. Voilà. Donc, je reviens un peu sur les types de prise en charge. Donc, cette prise en charge séquentielle qui est encore très répandue dans l'idée des gens, dont on sait qu'elle est quand même très compliquée parce que même si ça peut fonctionner de façon théorique, on sait que nos patients avec comorbidité psychiatrique auront grand mal à accéder au XAPA. Et inversement, les patients de XAPA, étiquetés XAPA, auront bien du mal à accéder au CMP. Et donc, du coup, en général, l'hermétisme, il se fait aussi de la pathologie des patients, mais également des soignants qui accueillent ou un patient étiqueté addicto. On va, en général, mettre le frein pour le recevoir sur un CMP. On est souvent confronté à ça. Nous sommes dans notre équipe d'addictologie. On se retrouve avec des patients adressés par le CMP qui étaient suivis par le XAPA et que nous, on devrait prendre en charge. Donc, des choses très compliquées. La prise en charge parallèle, on va dire... une prise en charge complémentaire XAPA-CMP comme on évoquait, mais les gens ne se parlent pas forcément, donc ou travaillent un petit peu chacun dans leur coin, peut-être de façon efficace, mais pas de façon très coordonnée ni totalement efficiente. La prise en charge intégrée, donc on l'a vu, le projet des assises de santé mentale, c'est l'idéal. Ça concernera énormément, je pense, les CHU, les centres experts, donc pas forcément applicable, nous, en tant que petit hôpital périphérique. Donc, on peut se poser la question de comment pouvoir mettre en place, via les ELSA psychiatriques, une prise en charge intégrée et coordonnée. À quoi on peut servir? Repérer les tolérés, donc à savoir vraiment finalement ces gens dont on tolère les consommations mais qui pourraient avoir un impact sur leur évolution de symptômes, aller les chercher. Donc par la sensibilisation, on l'a évoqué, dans les unités. On a l'avantage du coup d'avoir un petit CH, donc de pouvoir se déplacer, donc participer au maximum aux relèves. On a un calendrier de relèves régulier pour essayer de participer aux relèves. Être disponible ou se rendre disponible pour participer à tout ce qui est synthèse, réunion clinique. Nous, dès qu'on nous envoie un mail, on essaie de se libérer pour vraiment apporter cet écart-là et pour éviter les répétitions. La dicto, c'est de la répétition et en général, on aime beaucoup répéter les choses en psychiatrie. Participer à des actions nationales, Moi sans tabac, Dry January, on l'a évoqué. L'infirmière référent, j'ai pas eu le temps de me mettre à la page, donc on parlera d'ambassadeur maintenant. La formation, je développe pas, mais c'est un grand champ, c'est une des missions de l'ELSA. Donc les formations au niveau formation continue, donc d'une durée suffisante pour vraiment toucher le maximum de personnel. Infirmiers, soignants, c'est facile. Les psychiatres, j'en ai pas encore vu dans les formations qu'on propose. En général, les psychiatres ne participent pas aux formations proposées sur l'établissement. Je trouve que c'est un grand tort. Formation aux nouveaux arrivants, et puis des formations sur mesure. Quand on reçoit 10 mails sur le CBD, il faut faire une formation sur le CBD, par exemple. Voilà, j'évoque un petit peu, du coup, on a un partenariat avec les différentes ELSA en psychiatrie du territoire. Donc pour le mois sans tabac, donc des concours d'affiches, des affiches à colorier, courses d'orientation cette année en collaboration avec le service des sports,
des cendriers que vous avez pu repérer aussi en arrivant, des pièces de théâtre pour vraiment sensibiliser et patients, mais également soignants. D'accord, un soignant sensibilisé nous adressera des patients. Voilà, l'autre partie, c'est échanger, d'accord. Donc c'est vraiment pour ces patients trop ou pour ces patients bruyants, plutôt que faire chacun dans son coin ou pas faire du tout, c'est vraiment pouvoir échanger entre les deux. En termes d'orientation diagnostique, on l'a dit, on a une approche dimensionnelle, on a souvent des pathologies psychiatriques qui sont un petit peu bridées ou pas vraiment franches. Il faut discuter de ça. Nous, quand on rencontre quelqu'un qui a un trouble d'usage d'alcool, on sait qu'il y a quand même une énorme part de bipolarité. Quand on rencontre un patient qui est sous antidépresseur tout court, c'est bien quand même de le mentionner ou de le chercher. Ça ne sera pas forcément fait pour X ou Y raison par nos collègues psychiatres. L'orientation diagnostique aussi, on a parlé du trauma, on cherche beaucoup ça en général, donc on peut vraiment participer à l'orientation diagnostique de nos patients. Les propositions de traitement, qui soient addictolytiques, substitutifs, donc vraiment adaptés, que ce soit les posologies, les molécules, en profiter qu'ils soient en hospitalisation pour le faire. Des fois, les XAPA n'osent pas faire pour X ou Y raison, on peut le faire en intra-hospitalier. Et enfin, en termes de choix de molécules, on sait que certaines ont un niveau de preuve un peu supérieur à d'autres dans des contextes addictifs, mais également, ça a été évoqué à 2 reprises, et c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur également, les interactions entre psychotropes qu'on prescrit et psychotropes que les gens prennent, d'accord. Donc vraiment avoir ça en tête dans le choix de la molécule. Un patient consommateur de cocaïne à qui on prescrit de la kétiapine, on sait qu'il va faire du cubole artificiel. Donc il faut vraiment l'avoir en tête, c'est-à-dire vraiment choisir fondamentalement nos molécules, ou en tout cas proposer à nos collègues des molécules qui seront le moins délétères. On sait aussi l'impact en termes d'effets indésirables, en termes de syndrome extrapyramidaux, d'abaissement du seuil épileptogène. Donc vraiment faire attention à ça. Et ça, du coup, c'est un peu connecté aussi à la réduction des risques et des dommages, que l'on connaît bien en addictologie en termes de mode de consommation, que nos collègues psychiatres connaissent pas forcément, mais également, finalement, en termes de ce patient-là, il consomme peut-être plus à l'hôpital, il va être amené à reconsommer à l'extérieur. Faisons attention en termes de posologie, parce qu'on sait que s'il prend les deux en même temps, voilà, typiquement de la MDMA avec un antidépresseur, si on prévient pas et patient et soignant qu'il y a un grand risque de syndrome sérotoninergique, ça va être compliqué par la suite. Et puis en termes d'orientation, à savoir vraiment limiter voyez-le, il sort demain, il faut lui trouver un rendez-vous dans un XAPA, alors que finalement, en fait, on pourrait faire des choses bien antérieurement et créer du lien. On sait que c'est des patients qui ont des problèmes d'observance, des problèmes d'alliance thérapeutique. Nous, ce qu'on fait, c'est vraiment créer de l'alliance. On a la chance, du coup, je me présente souvent comme une sorte d'intérimaire en psychiatrie, à savoir que je ne décide pas du projet de prise en charge. Donc les patients qui sont quand même contraints, on leur offre un petit espace de liberté, donc ça permet de créer du lien et donc du coup de permettre des orientations qui sont plus viables. Voilà, et enfin ma dernière diapo, donc c'est un peu pour symboliser ce qu'on a dit beaucoup maintenant, à savoir du coup quel est notre travail dans le parcours de soins des patients à pathologie duelle. C'est vraiment de faire le lien entre finalement la psychiatrie et les différentes structures qui y sont associées traditionnellement, donc le département de réhabilitation psychosociale, les CMP, les CHS, les dispositifs premier épisode psychotique, les hôpitaux de jour, les équipes parcours patients, j'en passe et des meilleurs. Et puis aussi, du coup, les structures en addictologie, j'en ai oublié beaucoup, je m'en excuse, à savoir les SSR addictologiques, les XAPA, les hôpitaux de jour, vraiment faire le lien. Et comment on fait le lien ? Avec du repérage, mais toutes ces actions doivent être bilatérales finalement. Et c'est vraiment le job aussi d'une ELSAPSY, à savoir un repérage des pathologies addictives en psychiatrie, mais également de favoriser le repérage des pathologies psychiatriques en addictologie, proposer des consultations à ces 2 structures. On est souvent un peu, nous, contactés par des XAPA qui n'ont pas la chance d'avoir un psychiatre pour donner un avis temporairement. On parle à la téléconsultation, je pense que c'est aussi un outil. Faire des formations également bilatérales, à savoir former l'addictologie les psychiatres, mais également former à la psychiatrie les addictologues. Et puis évidemment, on l'a dit, finalement c'est un champ qui a développé, qui est encore assez peu développé, faire de la recherche en psychiatrie, en addictologie, en faisant parler un peu ces 2 intervenants. Merci pour votre attention.